Bonsoir tout le monde. Merci d'assister à cet atelier. Je remercie les organisateurs de l'événement de m'avoir fait l'honneur de participer et de contribuer avec ma modeste expérience et connaissance afin de partager un certain nombre d'informations et surtout les engagements juridiques qui concernent le pharmacien dans sa fonction, dans son métier, dans son exercice au quotidien. Le temps qui m'est imparti est un peu court pour traiter l'ensemble des obligations parce que les obligations sont tellement nombreuses en termes de cadre juridique. Il y a la relation de travail, il y a les obligations fiscales, les obligations comptables, il y a des pharmaciens qui sont en bail, c'est-à-dire en location, il y a des pharmaciens qui sont dans un régime de copropriété. Il y a aussi, bien entendu, la relation avec la clientèle. Et c'est le sujet que nous avons choisi aujourd'hui parce qu'il revêt une importance capitale et j'ai reçu pendant un certain temps beaucoup de sollicitations par rapport à cette relation et les diverses formes, voire même du litige qui parfois surgissent dans l'exercice de la fonction. Donc on va essayer de survoler tout ça à travers un échange sur les principes généraux, et puis développer peut-être des réflexes lors de la conclusion du contrat, parce que c'est très important de souligner que la vente et la dispensation du médicament, c'est un contrat. Le contrat ne peut pas forcément être le contrat écrit auquel nous sommes habitués dans d'autres disciplines, mais dispenser un médicament dans l'exercice de la fonction, cette opération, pour le pharmacien, c'est une opération commerciale, bien entendu, parce qu'elle rentre dans l'exercice de ses fonctions. Pour le client, c'est une opération purement civile, parce que il fait son achat non pas pour des besoins personnels, mais non pas pour des besoins commerciaux professionnels, mais pour son besoin. C'est ça, pour un besoin purement personnel. C'est ce qu'on appelle les actes mixtes. Acte mixte, ça veut dire que pour l'une des parties, c'est un acte commercial, pour l'autre, c'est un acte purement civil. Donc, la première chose à retenir, c'est que c'est un contrat. Et dans ce contrat, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent malheureusement, raison pour laquelle on va essayer de développer un certain nombre de réflexes, notamment en mettant l'accent sur les textes de loi qui régissent ou bien auxquels le pharmacien peut faire appel dans l'exercice de ses fonctions. Et bien entendu, je vais essayer de consacrer un petit moment en fin d'intervention, Inch'Allah, afin de recueillir vos questions, si questions il y aura. Donc commençons déjà par une introduction. Bien sûr, la première chose à signaler, c'est que le pharmacien, dans l'exercice de ses fonctions, c'est un commerçant. Déjà, la notion est d'une importance capitale parce que très souvent la confusion s'installe dans l'esprit des usagers ou bien des clients de façon générale, pensant que c'est le même statut qui régit les autres professions, c'est-à-dire médecins, notaires, avocats, architectes, etc. Ça, ce sont des professions libérales, mais les avocats, les notaires, les architectes n'ont pas de registre de commerce. Donc, dès lors que le pharmacien a un registre de commerce, il est assimilé à un commerçant. Cette remarque est d'une importance capitale. On va arriver tout à l'heure. Pourquoi elle revêt cette importance? Parce qu'il y a un texte de loi qui n'est pas applicable pour les autres professions, mais qui l'est pour le pharmacien de par cette qualité de commerçant. Donc déjà, par cette qualité, dans son contrat, et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un acte mixte. Donc il fait une opération avec, bien entendu, une comptabilité derrière, mais pour le client, c'est purement civil. Il fait un achat pour lui, pour ses besoins personnels, et non pas pour une revente, etc. Donc l'introduction, voilà, donc c'est par rapport justement à la définition de ce statut. Qu'est-ce que c'est que le pharmacien? Bien sûr, il est soumis à un texte de loi, qui est la loi 1704, formant code du médicament, qui prévoit un certain nombre d'obligations à la fois pour l'exercice, à la fois pour la nature de l'activité, à la fois pour les autorisations, etc. Voire même, il y a un paragraphe qui est consacré aux sanctions en cas d'inobservation des règles qui sont établies par la loi. Donc déjà, dans un premier temps, et en parlant de principes généraux, la nature de la relation
contractuelle des parties au contrat. Donc, désolé, il y a une petite faute d'orthographe. Donc, la nature de la relation contractuelle des parties au contrat. Donc, les parties au contrat, comme j'ai dit, c'est le pharmacien et le client. Un, c'est un contrat mixte. Deux, et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette qualité de commerçant. Cette qualité de commerçant met le pharmacien devant l'obligation à la fois qui résulte de la loi 1704, mais aussi de la loi 3108. On va la survoler tout à l'heure avec les précisions qu'elle apporte. Mais il est soumis aussi à la loi 3108. Alors cette loi 3108, c'est la loi qui édicte les mesures de protection du consommateur. Alors pourquoi cette loi est importante? Parce que cette loi, elle n'est pas applicable dans les opérations de civil à civil, c'est-à-dire quelqu'un qui vend une voiture d'occasion à une autre personne, ce n'est pas cette loi qui est applicable. Cette loi régit les rapports du commerçant, société ou personne physique, à un consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage pour des besoins purement civils. C'est-à-dire ما كيشري شيء باش يجني ارباح ولا شي حاجه. Donc النشاط ديالو ماشي نشاط تجاري، داك اللي تيشري ما تيمارش شي نشاط تجاري. Donc dès lors que cet acte mixte commercial pour l'un, civil pour l'autre, la loi 3108 édictant les mesures de protection du consommateur s'applique. Elle s'applique avec un certain nombre d'obligations, avec un certain nombre de précisions. D'ailleurs, le titre est révélateur. La loi 3108, la protection du consommateur. Donc on cherche à protéger le consommateur. Donc il a des droits et cette loi a prévu un certain nombre de points et comment dire, un certain régime auquel le commerçant est soumis et doit observer. Bien entendu, il y a aussi la loi 1704 qui régit la profession. Donc la nature de la relation contractuelle, c'est un contrat, pas forcément écrit. 1. 2. C'est un acte mixte. 3. Les conséquences qui en découlent, c'est l'application de cette loi édictant les mesures de protection du consommateur. Maintenant, pour le deuxième point qui concerne la réciprocité des obligations. Alors, lorsqu'on parle de réciprocité, bien entendu, les obligations de l'un, ce sont les droits de l'autre, et les droits de l'autre sont les obligations de la première partie. Donc, cette réciprocité résulte du fait que lorsque se présente un client, notamment chez le pharmacien, c'est très important. Donc ce n'est pas un acte simple. Si la profession est régie par un texte spécial, c'est parce que c'est un métier spécial. C'est parce qu'il est étroitement lié à la santé, il est étroitement lié à un contrôle de la part des instances, il y a un conseil de l'ordre, il y a les autorités et bien entendu, il y a les autres intervenants dans le cadre de l'activité elle-même. Je parle par exemple de la CNSS, je parle de la direction des impôts, je parle parfois même des relations qu'on peut avoir avec la copropriété, c'est-à-dire le syndic de l'immeuble où était érigée l'officine, etc. Ça peut résulter de plusieurs, donc il y a plusieurs paramètres. Donc dans ce cas de figure, la réciprocité résulte de la chose suivante. Lorsque pas n'importe quel client peut se présenter chez le pharmacien. Donc c'est quelqu'un qui est dans le besoin d'obtenir ou bien de faire l'achat d'un médicament. Raison pour laquelle la loi 1704 a prévu des obligations qui pèsent sur le pharmacien. C'est parce que le produit qui sera dispensé n'est pas un produit normal. On ne fait pas un achat normal. Donc les obligations qui pèsent sur le client, l'obligation soit de fournir une ordonnance, donc l'ordonnance avec les médicaments qui sont indiqués, soit sans ordonnance. Raison pour laquelle le pharmacien, à ce moment-là, l'obligation qui lui incombe, c'est en cas, si l'ordonnance est produite, le problème ne se pose pas, mais s'il est question de dispenser un autre médicament, il faut qu'il s'entoure d'un certain nombre d'informations d'extrême précision afin que le médicament qui fera l'objet de la vente soit le médicament adéquat et dont il faut, je ne sais pas comment je peux qualifier les conséquences qui peuvent en découler. C'est en cas de fausse, je ne sais pas si le mot diagnostic est adéquat, si le médicament ne correspond pas, il y a des conséquences très graves qui peuvent en découler, à la fois civiles, mais aussi pénales. Donc cette réciprocité résulte l'obligation de bien fournir l'information au pharmacien et au pharmacien de fournir le médicament adéquat en fonction des cas, bien entendu. Alors, s'agissant des textes applicables, et là, on va essayer d'un petit peu de rentrer dans le vif du sujet qui concerne la responsabilité civile.
et bien sûr, il y a la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Donc déjà, en parlant de responsabilité civile, on va commencer par ça, le principe de la responsabilité civile est établi par un texte précis. Le Dahir des obligations et des contrats, ce qu'on appelle communément le DOC, vous l'aurez constaté, c'est un texte qui date de 1913, donc un texte qui a dépassé aujourd'hui les 100 ans d'application, mais il établit un régime de la responsabilité de façon précise. On ne parle pas de responsabilité si les conditions qui sont prévues dans le texte en question ne sont pas réunies. Alors, Dahir des obligations et des contrats, notamment à l'article 77 et suivant. L'article 77, il pose le principe de la responsabilité civile. C'est quoi la responsabilité civile? Lorsque on cause un préjudice à autrui par sa faute, on est dans l'obligation de réparer le dit préjudice. Donc ça, c'est le principe général. Et puis viennent ensuite les articles qui suivent, 78, 79, etc., pour un petit peu faire un morcelage et définir la responsabilité qui peut concerner soit les choses, c'est-à-dire les choses qu'on manie de sa propre main. L'exemple le plus simple, c'est la voiture. Lorsqu'on cause un préjudice avec la voiture à autrui, donc c'est la responsabilité du fait des choses. Il y a aussi la responsabilité personnelle. Dans le cas présent, on parle de la responsabilité civile personnelle du pharmacien, si sa responsabilité est établie, bien entendu. Il y a la responsabilité aussi, ce qu'on appelle des préposés, c'est-à-dire les employés que l'on a dans l'officine. Donc, s'ils posent ou bien si par maladresse, ils provoquent un préjudice à un client, c'est le pharmacien qui est responsable parce qu'il est responsable de ses employés, ce qu'on appelle de façon générale la responsabilité des personnes, ou bien des préposés, voire même des employés. Donc il y a d'autres formes de responsabilité, mais on va s'en tenir à celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la responsabilité personnelle. Alors il y a 3 critères essentiels pour que cette responsabilité soit mise en jeu. C'est d'une importance capitale, parce que ce n'est pas parce qu'il y a préjudice que forcément il y a responsabilité. Non, il faut qu'il y ait 3 éléments essentiels. D'abord, il faut qu'il y ait une faute. 1. Le préjudice, bien entendu. Et le 3e cas qui est le lien de causalité. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'il y ait préjudice, il ne suffit pas qu'il y ait une faute, il faut établir la preuve que la faute résulte d'un comportement inadéquat de la part de la personne concernée. Donc 3 éléments, préjudice, faute et lien de causalité. Et ce 3e élément constitue, je dirais, la pierre angulaire de toute poursuite, si poursuite il y a. Donc il faut qu'il y ait ces 3 éléments réunis. Alors, on va essayer de nous approfondir tout à l'heure dans ces éléments. Il y a les textes spéciaux, parce que ce qu'on appelle le droit commun, et j'ai volontairement mis droit commun. Alors, droit commun, ça veut dire droit général. Ce texte de 1913, le DOC, est un texte avec 1300, 1400 articles. Il y a beaucoup de disciplines qui sont encadrées par ce texte. Bien sûr, il date, vous l'aurez constaté, du protectorat. Il y a des textes qui ont évolué avec le temps, mais on a gardé quelques éléments d'une importance capitale, c'est notamment ce qui concerne la responsabilité civile. Bien sûr, en fonction de l'évolution, il y a des textes qui ont été adaptés à certains métiers, voire même à certaines situations, notamment les textes spéciaux qui régissent des cas spécifiques. Et là, la loi 1704 qui régit la profession du pharmacien et la loi, je dirais, la mieux adaptée et la plus appliquée lorsqu'on parle du métier du pharmacien. Donc, la loi 1704 a prévu dans son dispositif des obligations, bien sûr, qui pèsent sur le pharmacien, notamment à l'article 29, qui impose au pharmacien de fournir l'information adéquate de façon claire afin que le client fasse un choix éclairé, rationnel et réfléchi. Donc ce droit à l'information pèse sur le pharmacien, se posera le problème de la preuve qu'on abordera tout à l'heure et aux critiques qu'on peut soulever par rapport à cette loi, d'où la nécessité de la réformer, non seulement pour ce droit de l'information et en cas de carence ou bien en cas de problème, comment prouver que le pharmacien a fourni les éléments. On ne va pas mettre un enregistreur à côté à chaque fois ou bien faire signer un PV comme quoi toute l'information a été fournie au client. Donc parmi les lacunes de cette loi se pose
Bien entendu, c'est ces problèmes de preuve. Et bien sûr, le troisième cas auquel est soumis le pharmacien, c'est la loi 3108 édictant les mesures de protection du consommateur, qui prévoit lui aussi, dans son article 13, le droit à l'information. C'est-à-dire que le consommateur doit être éclairé de façon à ce qu'il puisse faire son choix. Et encore, parce que lorsqu'il s'adresse chez un pharmacien, c'est pour obtenir ce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, voilà, il ne vient pas, très souvent en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans la pratique, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient en général demander quelque chose de précis, à part si c'est dans l'ordonnance. Donc ces cas précis, je ne sais pas comment on peut les faire adopter. Cette loi 3108, avec les décrets d'application qui ont suivi, on n'a pas encore de cas de jurisprudence. Alors je vous explique rapidement ce que ça veut dire. C'est que ce problème de preuve n'a pas encore fait l'objet d'une contestation au tribunal afin que, première instance, appel et la Cour de cassation puissent établir ce qu'on appelle un principe. Attention, voilà comment doit être interprété le droit à l'information. Donc pour l'instant, on n'y est pas parce que c'est une loi, on va dire récente, mais bon, dans son application, elle est entrée en vigueur en 2011. Donc le temps que les procédures se fassent et se suivent, on n'est pas encore arrivé au stade d'obtenir une règle établie par la Cour de cassation. Alors, la mise en jeu de la responsabilité, et là on rentre un petit peu je ne sais pas dans le vif du sujet, mais la mise en jeu qui nécessite un certain nombre d'éléments à fournir. Et ce n'est pas parce qu'il y a responsabilité que forcément la justice ou bien les instances qui seront saisies donneront droit à celui qui s'en prévaut. C'est-à-dire nature de responsabilité, conditions de mise en jeu. Donc j'ai parlé des trois éléments essentiels, c'est le préjudice, la faute et le lien de causalité, et ce n'est pas suffisant. Donc il faut que la procédure se fasse dans un certain délai. Il y a des conditions de forme et des conditions de fond qu'il faut respecter. J'ouvre une petite parenthèse. Dans les affaires judiciaires, il ne suffit pas d'avoir raison, il ne suffit pas d'avoir un dossier. Je dirais, dans le fond, il ne suffit pas d'avoir raison. Et c'est très souvent la question qui nous est posée. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, lorsque vous savez que X personne est le criminel coupable ou bien est l'auteur d'un acte délictueux, est-ce que vous le défendez? Je ne défends pas forcément le fond de la chose, mais la loi a prévu que quelqu'un qui revendique un droit doit le revendiquer selon des règles. Si ces règles ne sont pas respectées, malheureusement, ce droit ne peut pas être accordé par le tribunal. Donc ces conditions de mise en jeu, c'est les conditions en termes de délai. Il y a des délais de prescription. C'est-à-dire quelqu'un qui s'estime avoir été injustement, bien qui se prévaut d'un préjudice, il ne peut pas rester 15 ans ou 20 ans, 5 ans, 6 ans, et puis aller faire revendiquer ou bien aller faire prononcer un jugement devant le tribunal. Non, il y a des procédures à respecter, il y a des délais à respecter. Donc, des conditions en termes de délai. Dans le cas présent, la prescription, elle est de 5 ans. Dans le cas présent, 5 ans pour engager la responsabilité, si responsabilité il y a. Deuxièmement, les conditions de mise en jeu, c'est l'existence de la preuve établie. Et là, on revient toujours à ce problème de preuve. Lorsqu'on s'adresse au tribunal, il faut avoir un dossier sous la main. Donc cette preuve, elle peut résulter soit de quelque chose qui serait prescrit par le pharmacien. Avec un ticket de caisse, la preuve est facile. Et en faisant, par exemple, une comparaison avec le document, bien le ticket, et l'état de santé de la personne, on se rendra compte que peut-être la responsabilité est engagée, quitte à prouver de la part du pharmacien qu'on s'en est tenu aux déclarations et aux dires de la personne. Donc elle a peut-être omis ou bien caché volontairement ou pas une pathologie, une incompatibilité qui a donné naissance à un préjudice. Donc les conditions ne sont pas aussi évidentes. Il faut qu'il y ait un rapport d'expertise qui refasse ou bien qui ressorte cette responsabilité pour qu'elle soit mise en jeu. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de responsabilité civile, il faut la distinguer d'une autre responsabilité, parce que comme dit responsabilité, elle peut être civile, mais aussi elle peut être pénale. Alors la responsabilité pénale, là, c'est quelque chose d'un peu plus grave dans la sanction. La responsabilité civile, tout ce qu'on risque, c'est un dédommagement. Donc on peut dédommager quelqu'un si la responsabilité est établie. Et bien entendu, on peut faire jouer l'assurance professionnelle. Donc je ne sais pas si au niveau du corps ou bien au conseil de l'ordre, il y a une assurance ou pas.
Sinon, chaque pharmacien peut contracter ou bien sûr peut souscrire un contrat d'assurance professionnel, c'est-à-dire au cas où un préjudice serait subi par quelqu'un, il y a l'assurance qui peut prendre en charge le montant de l'indemnité si indemnité il y a. Donc, responsabilité civile, la seule sanction, c'est une indemnisation. Par contre, dans la responsabilité pénale, c'est une peine d'emprisonnement. Donc, le régime de responsabilité pénale, il est prévu dans la loi 1704, mais aussi dans le code pénal. Et la responsabilité pénale, comme les trois éléments dont j'ai parlé pour la responsabilité civile, il y en a d'autres pour la responsabilité pénale. Et ça requiert trois conditions également importantes. C'est ce qu'on appelle l'élément légal. L'élément légal, ça veut dire qu'on ne peut être responsable pénalement que si le fait pour lequel on est poursuivi est clairement prévu dans un texte de loi. On ne peut pas sortir quelque chose et dire bah ça relève du pénal. Non, le pénal, c'est un fait qui est décrit dans la loi. Le code pénal a décrit un certain nombre de faits qui constituent soit une contravention, soit un délit, soit un crime. Donc par ordre de gravité. Soit aussi, il y a des dispositifs dans les textes de loi, notamment dans la loi 1704, qui prévoit aussi les sanctions pénales. Quelqu'un qui exerce illégalement le métier de pharmacien est, bien entendu, soumis ou bien peut faire l'objet de poursuites pénales pour usurpation d'identité. Donc il y a cette possibilité. Donc l'élément légal, il faut que le fait pour lequel est poursuivie la personne soit prévu de façon claire dans un texte de loi. Deux, l'élément matériel. L'élément matériel, c'est le fait d'avoir perpétrer cet acte. Donc, c'est le fait lui-même. Et un troisième élément, c'est l'élément moral. L'élément moral, ça veut dire l'intention de porter préjudice. On ne peut pas être responsable pénalement si on n'a pas cette intention de porter préjudice ou l'intention d'agresser ou l'intention d'être sous le pénal. Donc, trois éléments essentiels pour que la responsabilité pénale soit engagée. Alors, il y a la troisième responsabilité, mais là, elle résulte de l'exercice lui-même. C'est la responsabilité disciplinaire qui concerne les règles d'éthique qui seraient violées par le médecin, auquel cas le Conseil de l'ordre est saisi à travers une plainte de la part de la victime pour mettre en jeu ou pas cette responsabilité. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a plainte auprès du Conseil de l'ordre que forcément la responsabilité civile, la responsabilité disciplinaire peut être mise en jeu. Les conditions de mise en jeu dans ce cas présent, et le premier et le seul, il y a un seul élément, c'est que la violation éthique soit prévue dans la loi 1704. Si cette violation n'est pas prévue et la sanction n'est pas prévue et la violation ou bien l'inobservation de l'obligation n'est pas prévue, il n'y a pas de responsabilité disciplinaire. Alors, j'ai volontairement mis les effets juridiques parce que les effets juridiques des trois responsabilités, afin d'attirer votre attention sur quelque chose d'important, ces responsabilités peuvent parfois être cumulables. On peut subir une responsabilité, on peut être devant une situation de mise en jeu d'une responsabilité civile et pénale et disciplinaire. Ce n'est pas parce qu'il y a la première et pas la deuxième, c'est pas parce que dans la responsabilité pénale, forcément, il y a préjudice. Donc la victime, dans le cas d'une responsabilité pénale, ça ne l'intéresse pas que la personne soit sanctionnée par une peine d'emprisonnement ou bien un sursis ou bien une amende. Ce qui l'intéresse, c'est de revendiquer une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale. C'est ce qu'on appelle la partie civile. On laisse le procureur faire son travail pour ce qui est de la sanction, mais la victime revendique une indemnisation par rapport à ce qu'elle a subi comme conséquence. Donc les effets juridiques dont j'ai parlé, c'est les sanctions. Donc pour la responsabilité civile, on a parlé de l'indemnisation. Pour la responsabilité pénale, c'est une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, ou bien juste une amende. Donc, sinon, dans le meilleur des cas, c'est que la personne ne soit même pas poursuivie. Il faut faire très, très attention parce que parfois, ça se joue sur des petits détails lors de la procédure. Il faut s'armer dans l'exercice de la fonction de plusieurs paramètres. Je ne sais pas si au niveau du Conseil de l'ordre, il y a des discussions qui sont faites par rapport au placement des caméras, etc. Parce que la responsabilité peut résulter de quelque chose de très très important dans la loi, notamment 1704. Il y a cet article 103
qui me tient à cœur, l'article 103 qui concerne la non-assistance à personne en danger. Parce qu'il est rédigé d'une manière tellement ambiguë, tellement générale et tellement voire même incompréhensible qu'il peut mettre le pharmacien devant la responsabilité en attendant que le juge prononce son innocence ou bien son acquittement. Entre-temps, il y a des formalités, il y a le déplacement chez la police, il y a les déclarations, il y a la présentation chez le procureur. Donc tout ça, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de non-assistance en danger. Le pharmacien, d'abord, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa fonction, ses capacités. Donc, il y a l'article 103 qui est rédigé de cette manière. Quelle que soit sa fonction et ses capacités, dans la limite de ses connaissances, doit porter secours à une personne à qui on ne peut pas dispenser des soins médicaux. Donc, c'est tellement ambigu et c'est cette précision dans la limite des connaissances, comment on va l'évaluer? Il n'y a pas de possibilité d'évaluer la limite des connaissances. Donc cet article 103 est un danger, raison pour laquelle cette loi doit impérativement, j'en profite en voyant mon ami, afin de faire le nécessaire pour que cet article 103 de la loi 1704, il faut faire un lobbying s'il le faut pour que cet article soit supprimé ou bien clarifié. Parce que dire que le pharmacien est responsable en cas de non-assistance à personne en danger, en se contentant de dire dans la limite de ses capacités et dans la limite de ses connaissances. Les connaissances, on peut pas. Par quel moyen va-t-on délimiter la connaissance du médecin? Donc la responsabilité peut être engagée si malheureusement il n'y a pas, si cet article continue à être pris en compte dans la loi 1704. Bon, on va essayer, en attendant de passer à l'autre élément. Ouais. Très bien. D'accord, merci. Conditions de mise en jeu. Bien, alors, nous avons abordé tout à l'heure le droit à l'information qui pèse sur le pharmacien, notamment à travers la loi 1704 dans son article 29, mais aussi dans l'article 13 de la loi 3108 édictant les mesures de protection du consommateur. Donc ce droit à l'information, il est plus dangereux, je dirais, dans la loi de protection du consommateur que dans la loi 1704, parce que la loi formant code du médicament, elle est là pour régir la profession. Mais ce texte 3108, il y a beaucoup de personnes qui en font usage et qui font une interprétation extensive de le droit à l'information. Attention, vous ne m'avez pas informé. Donc, ce droit de l'information, il faut faire très très attention de manière à ce que l'information soit fournie de façon claire et éclairée, afin de permettre au client de faire son choix de façon rationnelle et d'éviter d'engager la responsabilité du pharmacien. Alors, les conditions de dispensation, c'est lié à ce que je viens d'évoquer. Les conditions de dispensation, c'est ce que fournit le client, c'est-à-dire je donne ou bien je dispense ou bien je fournis le médicament selon des conditions ordonnance ou bien dire du client ou bien selon par exemple une prescription ou bien un appel. Je ne sais pas comment ça se passe dans la pratique, mais très souvent, et je vais partager un cas avec vous, où le pharmacien se retrouve, et d'ailleurs la loi l'a prévu de façon claire, en cas d'erreur, si le pharmacien décèle une erreur de prescription de la part du médecin, il est dans l'obligation d'appeler le médecin concerné. Il ne peut aucunement aller à l'encontre de ce qui est prescrit. C'est-à-dire que l'idée, et d'ailleurs la conséquence qui en découle, on va l'aborder tout à l'heure, il ne peut pas changer, donc s'il a des doutes, il ne change pas, mais il prend l'avis du médecin en termes de posologie, en termes je ne sais pas si entre-temps, entre l'ordonnance, entre la prescription et le moment où le client fait le déplacement, il se peut que quelque chose surgisse de façon à ce que le médicament ne soit plus adapté. Donc, dans ces cas de figure, ces conditions posent un problème de responsabilité. Et là, le pharmacien se retrouve devant deux obligations. Soit celle de ne pas prescrire au risque de se voir attaqué sur la base de l'article 103 et l'attaque ce soit avec les conditions aggravantes. Attention, monsieur, on s'est présenté chez vous et vous n'avez pas fourni les médicaments tels qu'ils sont fournis par le médecin. Allez faire croire à cette personne ou bien faites-lui signer un procès verbal comme quoi vous avez des doutes par rapport
à la nature du médicament ou bien à la posologie. Donc, raison pour laquelle il faut s'armer, peut-être, je ne sais pas, va falloir trouver des solutions au niveau du Conseil de l'ordre afin qu'il y ait des, je sais pas, des documents, des écrits, des fichiers préimprimés afin de fournir aux clients quelque chose qui exonère le pharmacien de sa responsabilité. C'est-à-dire, attention, il y a un risque avéré en fonction de ce que je vois devant les yeux, mais je m'en décharge et je m'en exonère en vous fournissant un élément sur support écrit. Pourquoi? Parce qu'en sortant de l'officine, la personne peut facilement s'adresser au tribunal et dire, voilà, je me suis déplacé, on m'a interdit, on m'a refusé la dispensation de médicaments. Donc ce sont des précautions à prendre selon les cas. Bien sûr, donc je viens d'évoquer, bien entendu, l'obligation de concertation avec le médecin traitant, et ça c'est tout à fait logique. Alors, précautions d'ordre contractuel, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, les précautions d'ordre contractuel, et j'ai dit que c'est un contrat avec le client, même s'il n'est pas forcément écrit, mais il y a des précautions à prendre, faire signer en cas de besoin, faire des fiches préimprimées, voire même solliciter la carte d'identité nationale parce que quelqu'un qui se présente, est-ce que, je ne sais pas, vous me dites, c'est au niveau de la pratique, vous réclamez la carte d'identité nationale d'une personne qui se présente chez vous avec une ordonnance. Qui me dit que c'est la bonne personne qui est devant moi? Qui me dit, c'est pour ça que le contrat, il faut que je sache, parce qu'en parlant d'un contrat, il faut que j'ai l'identité de la personne. Plus c'est important, plus je dois prendre des précautions. Dans un contrat classique, quelqu'un qui va acheter une baguette, ça ne pose pas de problème, je ne vais pas réclamer la carte d'identité. Mais vu l'importance de l'acte auquel je suis soumis, c'est-à-dire la dispensation des médicaments, il y a, et en cas de doute, bien sûr, pas dans les cas classiques où ça se passe, en général ça se passe bien, mais en cas de doute, il y a cette nécessité de prendre des précautions, préparer si besoin est, et peut-être même plus tard par voie réglementaire en impliquant le Conseil de l'ordre, avoir des fiches ou bien des documents préimprimés, pas validés par le Conseil de l'ordre, c'est-à-dire attention, ce médicament ne peut pas dispenser, ou bien je suspends la vente jusqu'à la confirmation de la part du médecin, etc. Donc ce genre de précaution permet d'éviter la responsabilité civile contractuelle, c'est-à-dire la responsabilité civile peut résulter du contrat lui-même. Donc il y a des précautions à prendre, bien sûr d'ordre, je dirais dans un premier temps personnel, relationnel, mais aussi si besoin est, faire intervenir le Conseil de l'ordre pour avoir des documents afin de s'exonérer de la responsabilité. Alors, il y a un quatrième cas, j'ai choisi ce titre, la responsabilité par ricochet. Alors, responsabilité par ricochet, c'est la responsabilité, par exemple, c'est ce qu'on appelle, de façon un peu plus technique, la solidarité, voire même la responsabilité ou bien l'action récursoire. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La responsabilité par ricochet, c'est très simple. J'ai parlé en début d'intervention des différentes formes de responsabilité. Du fait personnel, ce que moi, je porte comme préjudice à autrui, mais là, il y a aussi une autre responsabilité du fait des personnes, des employés, des préposés. C'est-à-dire les gens qui travaillent pour moi et c'est moi qui suis déclaré auprès des autorités et des instances, donc c'est ma responsabilité au sein de l'officine. Donc un préposé qui porte préjudice à un client, c'est une responsabilité par ricochet. Il y a une autre responsabilité par ricochet et celle-là, c'est la plus importante, c'est-à-dire s'il y a une erreur de la part du fabricant. C'est-à-dire si le médicament, s'il y a un problème au niveau du médicament, dans la posologie, je présume qu'il y a des contrôles, mais on ne peut pas tout contrôler. Donc c'est la responsabilité par ricochet. C'est-à-dire que le client peut engager la responsabilité du pharmacien parce que c'est auprès de lui que l'achat s'est effectué. Juridiquement, ça se tient. Un juge va dire, ah ben oui, c'est vous qui avez vendu. Mais je peux dire que, attention, et prouver que le médicament que j'ai fourni à telle personne fait partie d'un lot avarié ou bien qui m'a été fourni par une tierce personne. Donc c'est la responsabilité par ricochet, c'est-à-dire la responsabilité répercutée. J'envoie la responsabilité à une autre personne, encore faut-il prouver que je n'ai pas eu l'occasion de m'assurer, parce que ce n'est pas à mon niveau que ça se passe, de la posologie, de l'avarie, des dates, ou bien je ne sais pas quel genre d'avarie, ou bien de préjudice peuvent être causés par le fait du fabricant, transporteur, je ne sais pas qui c'est qui intervient, ou la personne qui remet le médicament avec un certain nombre d'anomalies. Donc la mise en jeu de cette responsabilité, c'est la même que celle dont j'ai parlé tout à l'heure, à la seule différence que le pharmacien peut s'en affranchir en prouvant que de sa part,
il a observé les conditions requises par la loi et aucune responsabilité ne peut peser sur lui dès lors que le médicament a respecté les conditions de conservation, les délais, les dates, etc. Donc il n'y a pas de responsabilité qui peut peser sur lui, raison pour laquelle ces causes d'exonération sont importantes à partir du moment où il y a un registre, les choses sont bien tenues pour éviter toute contestation ou bien toute mise en jeu de la responsabilité plus tard. Donc, conclusion et conseils pratiques afin de laisser assez de temps, je ne sais pas si on en aura pour les questions que vous aurez à poser. Et conclusion, c'est que la responsabilité civile elle ne peut être engagée que si, bien entendu, il y a une omission, une négligence de la part du pharmacien, raison pour laquelle il faut faire en sorte de prendre des précautions en amont, parce que pas forcément les gens, vous savez comment ça se passe, il y a une réalité socio-économique, on vit avec, il y a une réalité sociale, c'est qu'il y a des métiers qui sont perçus par quelques personnes au sein de la société comme, voilà, donc attention, c'est le pharmacien, c'est le notaire, c'est l'avocat, donc ces réflexes existent malheureusement dans notre société. Il faut se prémunir, il ne faut pas se dire que tout le monde est de bonne foi. Il y a beaucoup de personnes de bonne foi, mais il y a aussi des gens de mauvaise foi, raison pour laquelle il faut bien mettre en place une organisation administrative, voire même des fichiers dont j'ai parlé tout à l'heure, réclamer les cartes nationales en cas de besoin afin d'éviter tout problème futur. Un conseil pratique, je vais un petit peu sortir du sujet, si la responsabilité doit découler de quelque chose d'autre, c'est-à-dire des contrats écrits, faites en sorte que vos contrats prévoient une clause d'arbitrage. C'est très important. La clause d'arbitrage, elle évite à toute personne d'aller vous attaquer devant la justice. Elle va vous attaquer. Si elle va en justice, elle perd son procès. L'arbitrage, c'est la justice privée. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'intention de vous attaquer injustement, on aura choisi préalablement le recours à la justice privée, c'est-à-dire les juges publics, entre guillemets, ne sont pas fondés et ne sont pas compétents pour trancher dans ce genre de litige. Je vous remercie et j'ouvre le débat pour poser des questions si vous avez des questions. Merci à vous. Merci, maître, de toutes les explications que vous nous avez données. J'aimerais rebondir justement sur le dernier conseil que vous avez donné concernant l'arbitrage. Est-ce qu'il est valable dans les contrats de travail? Très bien. Je voulais aussi... Très bien. Concernant les ordonnances dont vous avez parlé tout à l'heure et le fait de demander ou non la carte d'identité nationale, normalement, on ne demande pas de carte d'identité nationale pour servir une ordonnance. Maintenant, il y a des ordonnances avec des produits de tableau. Nous avons une série de médicaments qui sont considérés comme des produits de tableau et donc qui obéissent à une certaine règle. Donc, on a un ordonnancier, ce qu'on appelle un ordonnancier, dans lequel on note le nom, l'adresse et il y a un numéro, bien sûr, de série et on doit reporter ce même numéro sur le médicament avec le cachet. Maintenant, est-ce que cela est suffisant pour nous exonérer en cas de problème? Est-ce que le fait de ne pas demander la CIN, justement, parce qu'on ne porte pas le numéro de la CIN, uniquement le nom et l'adresse, que le malade veut bien nous donner, on regarde sur l'ordonnance si ça correspond bien au nom qui était inscrit sur l'ordonnance, mais ça s'arrête là. Le deuxième point... lorsque on a, par exemple, il nous arrive d'entrer en contact avec les médecins au téléphone, souvent pour des produits, des médicaments qui manquent, qui sont en rupture de stock. Et dans ce cas-là, on appelle le médecin pour lui dire tel produit, il est en rupture de stock, est-ce que vous voulez le remplacer par un autre? Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on met une mention sur l'ordonnance, comme quoi nous avons eu une prescription orale du médecin pour remplacer ce médicament. Et on écrit le nom du médicament et on met notre cachet. Alors là, je ne sais pas si vous avez une notion de ce que nous encourons en faisant cet acte. Merci. Très bien. Alors, je commence par le dernier point. Effectivement, ça, je ne sais pas, il est
je dirais, plus intéressant d'avoir le médecin en face plutôt que le client. En mettant et à la concertation avec le médecin, ben, elle se limite je dirais, au conseil verbal, oral. Donc, il n'y a pas d'écrit. Dans ce cas de figure, maintenant, c'est la conscience professionnelle qui prend le dessus. Donc, dès lors que vous mettez ça avec le cachet, vous engagez aussi la responsabilité du médecin. D'ailleurs, historiquement et chronologiquement, il y a possibilité de prouver qu'au moment où vous avez mis le cachet, effectivement, le médicament était en rupture de stock. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'information comme quoi vous avez reçu de la part du médecin le changement, mais c'est la rupture, c'est-à-dire que ça n'aurait rien changé. Donc, il vaut mieux avoir un changement sur base, avec un cachet comme quoi X personnes, et ça l'engage aussi, voire même, il y a encore une possibilité que l'ordonnance soit envoyée au médecin le jour même, avec un tampon, par mail, par les moyens. Aujourd'hui, les moyens de communication sont tellement nombreux. Attention, j'ai mis votre nom sur tel document et je l'ai cacheté, ça vous engage. Donc s'il y a cette preuve, il ne conteste pas, parce qu'un médecin qui n'a jamais fourni cette information et qui reçoit quelque chose dans ce sens, il va se révolter. Donc raison pour laquelle il faut envoyer ce document afin d'informer le médecin, comme quoi, attention. Donc il n'y a pas de contestation si la personne ne réagit pas dans le temps. Alors, je reviens au premier point qui concerne les clauses d'arbitrage. D'ailleurs, le domaine par excellence, et c'est pour ça que j'en ai parlé à la fin, parce que c'est une responsabilité quelque part, parce qu'en cas de licenciement, et aujourd'hui ces histoires de licenciement sont tellement, on est tellement parfois choqué par les décisions de justice, que c'est dans ce sens que le Conseil a été prodigué, c'est-à-dire la clause d'arbitrage, la meilleure discipline dans laquelle on peut l'utiliser, c'est les contrats de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à ça. Parfois, les employés de façon générale, avec un S, lorsque, en cas de rupture de contrat, s'estimant injustement licenciés, ils vont au tribunal. Mais il y a une particularité dans le tribunal, c'est que les employés ou bien les salariés, ils sont exonérés de la taxe judiciaire. Ils ne payent pas de taxes. C'est gratuit. Ils trouvent un avocat, voilà, écoutez, bon, moi je travaille avec vous au résultat, vous ne payez rien du tout, je dépose ma requête, écoutez, moi je ne paie rien. Oui, mais j'ai commis une faute. Oui, mais qu'est-ce que tu perds? Oui, mais alors qu'il a commis, il a été, comment dire, auteur d'une faute grave qui a justifié son licenciement. Mais pour moi, employeur, je reçois une convocation à l'officine, je dois mandater un avocat, je dois le payer, il doit me représenter devant le tribunal, et le tribunal déboute la personne. Mais entre-temps, il m'aura causé un préjudice. J'aurais payé des honoraires, j'aurais perdu le temps parce que ce n'est pas facile de vivre avec un procès en tête. Donc la clause d'arbitrage en la matière, c'est une manière de contrecarrer cette gratuité de la justice qui ouvre la porte aux abus. Donc toute personne, tout salarié qui, en dépit de l'existence d'une clause d'arbitrage dans un contrat, s'il l'engage, et d'ailleurs, il y a des gens, pas tout le monde lit un contrat. Et en général, les salariés ne le lisent pas. Ils vont au tribunal, c'est gratuit. On part au tribunal. Et dès lors que cette question d'arbitrage est soulevée, le juge qui Adam Qaboul Talab. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma tranche. Et vous avez préalablement choisi la justice privée. Et l'arbitrage, c'est un peu plus compliqué. L'arbitrage, c'est que, bon, si vous voulez m'attaquer, monsieur, parce que vous vous estimez injustement licencié, il va falloir m'écrire. Vous aurez choisi votre arbitre qu'il faudra payer. Et vous me donnez un délai pour désigner mon arbitre. Et les deux arbitres, chacun aura choisi le sien. Le tribunal choisira un troisième. Les honoraires des arbitres dans de telles procédures sont beaucoup plus importants que les honoraires d'avocat pendant une instance normale. Donc c'est décourageant et j'insiste sur la nécessité de prévoir ce genre de clause dans les contrats de travail. Bonsoir. J'ai une question par rapport. Des fois, on a des patients qui cachent des vérités. Il vient, il prend un médicament, surtout pendant la garde. C'est une femme qui va chez le médecin, ou là, qui publie une ordonnance, ou là, c'est une demande spontanée. Elle prend le médicament, 2 jours plus tard, elle arrive, elle a déjà pris le médicament. J'ai oublié de vous dire que j'étais enceinte. Ou là, des fois, c'est les antigrippaux, c'est la période.
Qui dit une personne doit dire tel médicament, elle dit pas qu'elle est hypertendue. Wesh, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient pour un médicament de la grippe, مثلا ou un autre médicament, on est obligé de demander à chaque fois est-ce que vous êtes hypertendu. De la malade, on fait pas attention, on le pose pas. Si, supposons il y a un problème de santé, est-ce que la responsabilité du pharmacien est engagée ou pas? Surtout que elle a déjà caché au médecin, elle nous l'a pas dit حنايا. Ou après 2 jours, là 3 jours, elle se présente avec soit un problème ou là juste pour demander. Votre question est très très intéressante et d'ailleurs elle débouche sur ce que j'ai dit. C'est le droit à l'information, donc A de la part du consommateur, le droit d'information lorsqu'il pèse sur le pharmacien. Oui, si je dois vous répondre de façon claire, oui, il faut à chaque fois poser la question. C'est-à-dire, l'état de santé, on ne sait pas ce qui va se passer entre la dernière fois où la personne a pris le médicament et après. Il se peut qu'entre-temps, elle soit diagnostiqué quelque chose d'autre, une pathologie qui rend le médicament impropre à l'usage. C'est possible. Raison pour laquelle il faut s'informer. Mais le problème qui se pose, en dépit de l'information que vous essayez de recueillir auprès de la personne, mais ça reste du verbal. Rien n'empêche cette personne. Parce que comment ça se passe en matière de responsabilité? On se limite à tout ce qui est scientifique. C'est-à-dire, il y a un expert qui est désigné par le tribunal. Voilà, attention, oui, cette personne a pris tel médicament qui ne correspond pas à son métabolisme parce que ceci, cela, etc. Et ça, on arrête. Et le juge reste braqué sur ce côté scientifique. Oui, préjudice, pris médicament, qui l'a dispensé? Allez-vous, à ce moment-là, prétendre que vous avez fourni toute l'information et que c'est la faute à cette personne qui n'a pas fourni l'information complète? C'est votre parole contre la sienne. Raison pour laquelle j'insiste. S'il y a des possibilités, je ne vais pas parler d'enregistrement parce que c'est une autre paire de manches, les caméras, etc. Tout ça, c'est des autorisations, c'est très compliqué. Il faut mettre l'accent sur la nécessité de faire signer les gens, comme on le fait d'ailleurs dans les assurances, pour un crédit, et d'ailleurs les assurances s'en sortent très bien. C'est vrai que c'est difficile parce qu'au quotidien, on ne peut pas faire ça une centaine de fois. C'est très compliqué. Maintenant, quel est le moyen? Moi, je fournis l'information. Bon, histoire même de faire signer, je ne sais pas, sur l'ordonnance elle-même, une petite signature, ça ne coûte rien. Une mention, information fournie, oui. Ça s'arrête là. Le temps de trouver une solution par rapport à ce problème d'information. Rien ne prouve que vous avez fourni l'information nécessaire et le conseil nécessaire et vous vous êtes entouré de toutes les précautions. En dépit de tout, la personne cache, pour des raisons qu'on ignore peut-être, cache une information primordiale pour la dispensation du médicament. Donc dans un premier temps, contentez-vous je ne vais pas dire bricolage, j'aime pas le mot, mais contentez-vous de petits réflexes, c'est-à-dire que peut-être sur l'ordonnance, peut-être sur des fichiers, peut-être sur le ticket, que sais-je, n'importe quoi, quelque chose qui vous désengage par rapport à l'information. On aura respecté, ne serait-ce que pour, peut-être si préjudice il y a, si engagement judiciaire il y a un petit quelque chose à fournir. Donc ce ne sera pas la parole contre parole, ce sera un document contre parole. C'est très différent. Mais on va mettre l'accent pour que le Conseil de l'ordre fasse pression pour que cette notion de droit à l'information, qui était prisonnier uniquement de la loi 1704 formant, mais lorsqu'il a été repris dans la loi protection de consommateurs, ça devient, on a 2 lois, 2 références, raison pour laquelle il faut essayer de trouver des solutions par rapport à la pratique. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à l'article 103. 103, c'est ça? Les faits non-assistance à personne en danger. J'arrive à donner un exemple. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas dispenser sans ordonnance, notamment les antiparkinsoniens. D'abord, si quelqu'un se présente à la pharmacie avec une crise, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Là, écoute, je ne suis pas technicien. Quelqu'un qui pique une crise dans l'officine,
Non, alors la non-assistance à personne en danger, c'est pas forcément le réflexe auquel on pense, c'est pas forcément à travers la dispensation du médicament. Blax, si la personne manifeste, au contraire, parce que si la personne manifeste une crise au sein de la pharmacie, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes mieux placé pour savoir quel est le moyen le plus adapté, peut-être pour calmer, vous savez si c'est passager ou pas. Mais dans ce cas de figure, l'assistance à personne en danger peut consister en un appel du médecin bien des secours. Ce n'est pas forcément lié à un médicament. Donc, il est dans une enceinte, entre guillemets, de santé, d'accord? Mais si vous avez l'expérience nécessaire pour connaître quel est le moyen d'éviter ça, c'est une chose, mais l'assistance peut consister en un appel, en une sollicitation, en appelant une ambulance, voilà, donc vous la prenez en charge, etc. La personne en danger, mais attention, il ne faut pas oublier une chose, une personne en danger. Le danger, voilà, le danger, ça peut être un danger de mort, ça veut dire une crise, un coma, ou bien quelque chose qui n'est pas perceptible. Mais si déjà vous, à votre niveau, vous dites que c'est une crise d'épilepsie, c'est que vous savez ce que c'est. Mais le danger, est-ce que c'est dangereux? Si on sait que c'est passager, c'est éphémère, ça c'est une chose. Mais si c'est un danger grave, à ce moment-là, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité engagée. Mais ça peut prendre plusieurs formes. Donc ne restez pas prisonnier du médicament, ça peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, vous aurez fait ce que vous aurez à faire à travers l'intervention des tiers.